Comme tous les mercredis à 12h30 sur Décideur TV en direct, retrouvez Startup, l'émission des entrepreneurs et de la création d'entreprises. La semaine dernière, nous avons parlé d'incubation. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème du pivot, le changement de business model en cours de route dans sa startup. On pense avoir la bonne idée, l'idée du siècle, on se lance et on se rend compte rapidement que la sauce ne prend pas. Ce n'est pas un drame, mais il faut savoir pivoter et le faire à temps. C'est ce qu'ont fait avec succès nos deux invités ici présents. Stéphanie Pellaprat, la fondatrice de Restopolitan, bonjour. Bonjour Kevin. À vos côtés, Benjamin Hardy, bonjour, cofondateur de Kawet. Ouais. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités via le chat Facebook sous cette vidéo. On y répondra tout au long de l'émission. On va commencer avec votre exemple, Stéphanie, qui est vraiment un cas d'école quand on veut parler du pivot. Alors je rappelle, vous avez créé en 2007 Restopolitan, qui était à l'époque un site de réservation en ligne de restaurants, un peu à l'image de ce que se faisait un concept américain Open Table. En 2010, vous levez 1 million d'euros dans un deuxième tour de table auprès de la Dream Team des entrepreneurs du web français, Xavier Niel, Marc Simoncini et j'en passe. Mais malgré tout, en février 2011, vous vous rendez compte que la mayonnaise ne prend pas et que vous êtes à quelques mois du redressement judiciaire finalement. Et là, vous dites stop, on repart de zéro. Est-ce que vous pouvez nous raconter C'est exactement ce qui s'est passé. On a donc créé Restopolitan, c'était fin 2006. Et on a travaillé sur un business model qui était essentiellement axé sur de la recherche et développement, parce que c'était un soft de yield management pour les restaurateurs, et sur de l'évangélisation justement auprès de cette dernière cible, plus que de la commercialisation. Et donc on a travaillé là-dessus pendant 4 ans et quelques, et au bout d'un moment les équipes s'essoufflent, le produit s'essouffle, et donc on a choisi de faire en effet on était à 2 mois du dépôt de bilan, et donc en 48 heures on a effectué un 360 dans la stratégie. On fait très vite. On a choisi en 48 heures le nouveau produit et après on s'est mis un rétro-planning d'1 mois et demi pour lancer le nouveau Restopolitan. Et donc le 16 mai à minuit, c'était parti. La deadline. Exactement. Vous avez dit, alors le nouveau concept justement, vous l'avez ici, c'est une carte qui permet d'avoir un repas offert pour un repas acheté. Exactement. Voilà, le principe, c'est que c'est une carte de membre. C'est une carte qui vous invite au restaurant. Donc, à chaque fois que vous allez dans un restaurant partenaire, c'est un repas déduit de l'addition par le restaurateur, avec 2 conditions d'utilisation qui sont assez light. Venir à 2 personnes minimum et le repas offert est hors boisson. D'accord. Et aujourd'hui, on a plus de 1200 restaurants partenaires en France. Donc voilà, on a plus de 200 000 membres qui ont utilisé le produit. Très bien. Justement, comment on a parlé de vos actionnaires tout à l'heure qui avaient mis 1 million d'euros sur la table. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous leur avez dit que vous allez d'une part pivoter et deuxièmement que vous leur avez dit que le business model finalement il allait totalement changer par rapport à ce qui était convenu au début? Alors la vraie question, c'est comment ils réagissent quand ils voient que ça ne marche pas. Ouais. C'est plus ça. Et comme on a la chance d'avoir eu justement des investisseurs qui étaient eux-mêmes entrepreneurs, je pense que pour chacun d'entre eux, à peu près un bon millier de fois, ils ont connu des échecs, ils ont changé de modèle, ils ont testé et retesté 12 000 choses. Donc ça s'est passé de manière vraiment smooth and easy avec eux. Le changement de cap, et je pense qu'il y a une confiance mutuelle qui est installée. Et ce qui est hyper important pour eux, c'est le fait qu'on ait testé des choses, qu'au final ça marche, voilà, tant mieux. On va parler de votre exemple aussi, Benjamin. Alors Kawet, c'est une société qui crée des applications mobiles. Et vous, votre pivot, alors c'est pas un changement à 360 degrés comme Stéphanie. Vous avez changé de cible, vous êtes passé du B2C au B2B, cible d'entreprise. Ouais. Et vous m'avez dit, pareil, ça s'est fait en une journée. Vraiment, vous avez pivoté très rapidement. Ça se fait pas en une journée parce que voilà, il y a beaucoup de choses à changer, mais en tout cas, il y a un jour où on se lève et on se dit bon bah ça fait un peu de temps que ça va pas très bien et qu'est-ce qu'il faut changer. Il y a un jour, il y a un déclic qui se passe et c'est le jour où on se lève et dans la tête c'est clair, il faut changer, donc nous c'est un peu ça, c'est pas vraiment un pivot produit, c'est plutôt un pivot marché, business. Pivot cible. On garde les mêmes ingrédients, on garde la même plateforme mais on change de marché. Donc on est passé du B2C, créer des applications pour tout le monde, une cible entreprise, création d'applications métiers pour les entreprises. Et c'était juste évident avec l'évolution du smartphone en entreprise. Il y a 3 ans qu'on a commencé, il n'y avait pas de smartphone dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a des iPads et des iPhones partout. Il faut être agile pour justement être sur un marché qui évolue sans cesse. Voilà, il faut toujours être collé à ça. Je prends une question d'un internaute, Rémi. Quel a été l'impact sur les collaborateurs lors du changement de business model?
Alors je crois que Stéphanie, vous avez eu une anecdote, il y a quelqu'un qui est parti carrément, qui n'a pas suivi ce changement. Il y a deux types d'impacts qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Impact négatif qui au final est très positif, on a eu 2 abandons de poste. D'accord. Et ce qui est amusant, c'est que c'était les 2 seniors, ceux qui avaient un petit peu d'expérience, qui ont eu peur, ont flippé et sont partis. Donc ça, c'était le premier impact, mais qui au final, c'est tant mieux aujourd'hui. Et le deuxième impact, c'est que ça a clairement soudé et fidélisé l'équipe d'une manière incommensurable. Donc c'est un impact extrêmement positif parce que on repart et on recrée un produit tous ensemble. Embarqué dans la même, voilà, on est dans la même barque. Et, pareil, est-ce que au niveau des collaborateurs, comment ça s'est passé? C'est un moment, comme disait Stéphanie tout à l'heure, le produit s'essouffle, les équipes s'essoufflent, on ne voit plus vraiment ce qu'on va faire de bien, on ne voit pas vraiment où on va aller et repartir sur une idée un peu nouvelle, c'est quand il y a des trucs qui vont mal, ça ressoude ceux qui restent et ceux qui repartent sur une nouvelle session et un nouveau timing de travail et ça change les objectifs et c'est vrai que sur le coup ça fait vachement flipper et soit on y croit et on repart à fond, soit on part et on abandonne parce que on ne voit pas la suite en fait. Comment est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, que chef d'une entreprise, vous avez pivoté, vous avez pris la décision de changer de stratégie? Est-ce que vous en avez parlé à vos équipes ou est-ce que c'est une décision que vous avez prise seule? Comment est-ce que ça s'est passé, Stéphanie, par exemple? Il y a 2 sujets. D'abord, en tant qu'entrepreneur, comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment cette notion d'évidence. Il y a l'évidence que ça ne fonctionne pas et quand le nouveau produit est lancé et que ça prend, il y a cette évidence qu'on a vraiment de l'or entre les mains. Donc le changement se fait, l'entrepreneur lui le sait. Après il y a la manière un peu despote de fonctionner qui est de dire on tranche, paf, on passe à autre chose. Ça marche rarement, donc c'est plus intéressant d'embarquer un peu ses équipes dans tout ce process de changement, même s'il est extrêmement court, pour les amener eux aussi à réfléchir, à avoir tous les inputs qu'ils peuvent avoir. Ça reste une décision collégiale prise par l'entrepreneur. D'accord. Voilà. Pareil, est-ce que… Exactement ça, si personne ne suit derrière, l'entrepreneur ou le fondateur va se retrouver tout seul, donc ça va être un peu compliqué. Donc c'est une évolution et c'est le fait d'avoir beaucoup communiqué, que les problèmes ont été discutés ensemble, chercher les solutions, voir qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller. Ou c'est amener les équipes à suivre le mouvement et le jour où il faut prendre la décision, on est tout seul à la prendre, mais c'est évident si la décision n'est pas évidente, ça va être le mur derrière. Justement, la question finalement du pivot, c'est la question du temps. Quand est-ce qu'on pivote, puisqu'il y a toujours l'équilibre entre pivoter ou se maintenir sur son marché et essayer de persévérer. Quand est-ce qu'on prend cette décision? Comment est-ce qu'on se dit, bon, finalement, là, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon produit, il faut que je change? C'est hyper personnel. C'est hyper personnel. Ce qui est très difficile, c'est d'abandonner son premier bébé. Donc typiquement, je vois même pour nous, c'est une décision qu'on a prise trop tard et dans le fond, je regrette toujours qu'on ne l'ait pas choisi avant. On a appris énormément de nos erreurs et c'est ce qui nous a permis sur le nouveau modèle d'aller extrêmement vite en moins de 12 mois. J'ai une manière de fonctionner qui est plus sous la pression. Donc c'était vraiment un peu le deadline quand il n'y avait pas le choix. Et quand vous êtes à 2 mois du dépôt de bilan, il n'y a vraiment pas le choix. C'est ça qui a donné un peu l'impulsion. On a une question de Anne. En tant qu'entrepreneur, n'a-t-on pas l'impression de repartir de zéro? Comment gérer ça? N'est-ce pas trop décourageant? C'est vrai que dans vos 2 cas, c'est au final des années de travail qu'on remet sur la table et qu'on se dit, voilà, on abandonne tout ça. C'est pas trop dur? C'est l'évolution, tout ce qu'on a appris en expérience, les équipes se sont formées, se sont soudées, donc les équipes ont de l'expérience aussi. Tout ça sert à repartir d'un certain niveau, aller plus vite, plus loin. On capitalise sur une agilité de manière flagrante. C'est assez impressionnant. Après, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes par définition là pour créer. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord. Donc le fait de repartir et de recréer, ça a finalement du sens. Question de Nicolas. Le pivot génère-t-il de la pérennité ou le risque reste-t-il constant? Le risque est toujours là, d'autant qu'en plus on vient de vivre une expérience pendant X mois ou X années où on a cru dur comme fer sur un produit qui au final ne marche pas. Donc on est sur un fil à se remettre perpétuellement en question. Et c'est ce qui fait la force d'un entrepreneur, je pense. Est-ce que le pivot génère de la pérennité? Est-ce que vous voyez le changement maintenant
depuis le pivot? Après, il y a pivot et pivot, c'est des étapes où c'est pas vraiment... c'est des évolutions, l'expérience, le produit évolue, les équipes évoluent, le marché évolue, l'écosystème évolue. Donc, c'est plutôt repartir sur une page blanche avec un nouveau souffle, plutôt qu'un changement à 180 degrés qui fait retourner en arrière ou autre part. Ouais. C'est juste une évolution. En fait, c'est ce que vous disiez lors d'une interview, c'est on a les mêmes ingrédients, on prend le même plat, et au lieu de tourner dans un sens et que la mayonnaise ne prenne pas, voilà, on la tourne dans l'autre sens. C'est vraiment, c'est comme ça que vous l'avez vécu en tout cas? C'est vraiment ça, parce que les ingrédients d'une structure, c'est quoi? Bon, en effet, il y a le produit, mais à la rigueur, on peut le modifier, mais c'est surtout les équipes. On a les équipes, on a la manière de réfléchir, on a toute une agilité de process, et donc c'est réussir à finalement remettre ça et l'imbriquer dans un autre sens pour être, justement pour rendre, comme disait Nicolas, plus pérenne l'activité. Alors là, on a des questions pour chacun. Pour les applications Kahoot, quel a été l'apport tangible de changer de cible? Alors là, on rentre plus dans le cœur du métier des applications mobiles. Alors, la grosse différence, c'est qu'on partait d'une plateforme de création d'applications pour tout le monde où on était sur un marché qui est devenu très surchargé avec le nombre d'applications sur les stores App Store et Google Play. Donc, très difficile de extirper tout ça, de sortir du lot. Ouais. Et il y a eu vraiment l'avènement de l'enterprise, des smartphones dans l'enterprise, et il y a eu un nouveau cycle on dit un peu que c'est l'enterprise is sexy again, c'est-à-dire qu'il y a tout à refaire, tous les collaborateurs passent en mobile, sur la mobilité, et il y a un océan de possibilités, et là-dessus, c'est l'opportunité super motivante de changer, de fournir des nouveaux outils aux collaborateurs en mobilité. C'est pas aussi peu sexy que ça en a l'air, c'est justement super excitant. Alors maintenant on va parler de Restopolitan. Nicolas nous demande, Restopolitan prévoit-elle une évolution, une dématérialisation de sa carte par exemple? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui... Alors il y a des nouveautés qui sortent. La première en effet en ce qui concerne la carte qui va sortir de manière dématérialisée sur une app iPhone et Android à partir de fin avril. Donc on a une nouvelle version qui sort qui est absolument fantastique, avec des conseils d'advisor en temps réel pour la conciergerie, enfin voilà, tout un process extrêmement chouette et donc complètement démat. Et dans les nouveautés, on a eu l'ouverture du Luxembourg et on ouvre l'Espagne dans quelques semaines. Très bien. On reste sur Restopolitan avec une question de Rémi. Les restaurateurs français ne sont-ils pas trop suspicieux sur les nouveaux concepts technologiques que les entreprises peuvent leur proposer comme Restopolitan à ses débuts? Alors en effet… Quel est le retour des restaurateurs Pour répondre à la question de Rémi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour le logiciel de gestion de réservation, c'était essentiellement de l'évangélisation, ce qu'on faisait, plus que de la commercialisation, parce que le restaurateur, pour le faire rentrer dans l'ère du numérique, c'est extrêmement compliqué. Et avec la carte, on est arrivé avec une solution avec un produit physique et relativement tangible que lui peut comprendre. Donc ça l'amène finalement dans une démarche marketing qui lui paraît pas si digitale que ça. Et le logiciel qu'on avait développé, maintenant, on leur met gracieusement à disposition. Donc, ça leur permet petit à petit de pouvoir… mais tout est une question de time to market. Ouais. Rémi, toujours, nous demande, aujourd'hui, la rentabilité est-elle au rendez-vous? Est-ce que vous voyez les effets du pivot? Ça prendra encore du temps. On va beaucoup moins fort, on n'a pas levé d'argent. On a un modèle où on bootstrap nous-mêmes et donc on grossit par nous-mêmes, donc on vit et ça avance, mais on n'a pas totalement fini notre pivot. T'as 80% comme vous me disiez. Il y a une dernière touche à finir qu'on est en train de polir et pour vraiment repartir sur ce modèle-là, mais on a eu des grosses barrières technologiques à franchir avant d'arriver là où on est maintenant. D'accord. Stéphanie. Et nous, de notre côté, alors pour le coup, ça a été vraiment le jour et la nuit. On est passé de 150 000 € de chiffre d'affaires en 2011 et sur les 13 mois suivants, on a réalisé un peu plus d'1,5 million. Donc ça a été radical. Voilà. Et en effet, on a été rentable et on fonctionne sur nos fonds propres, même pour les ouvertures de nouveaux pays. D'accord. Quel conseil donneriez-vous pour gérer au mieux un changement de business model, réactivité, transparence vis-à-vis des équipes? Vous qui avez l'expérience du pivot, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre que vous avez commises ou est-ce qu'il y a justement des choses que vous avez estimé bien faire et que vous conseilleriez? Pour moi, les 3 points clés de la réussite d'un pivot, c'est premièrement l'implication des équipes, c'est juste fondamental.
Deuxième point clé, être plus prudent dans le test sur le marché, sur les cibles pour le nouveau produit. Et le troisième point clé, alors ça va peut-être justement un peu à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est intéressant, c'est un vrai changement radical à partir du moment où on fait un pivot. Parce qu'on a essayé plusieurs fois pendant les 4 ans de tester de nouveaux produits, mais au final on y allait un petit peu à pas de souris, en testant tout doucement, voilà, regardant, et puis ça nous faisait plein de produits à gérer, et donc rien ne se passe. Alors que le jour où on a décidé de trancher, du jour au lendemain, on est passé sur complètement un nouveau concept. Et ça, je pense que ça a été aussi la clé à réussite, c'était de trancher parce que tout le monde a tranché dans sa tête. Je rebondis là-dessus, c'est pour ça qu'on n'a pas totalement fini. Le jour où on pourra finir de trancher, ça sera un nouveau chapitre, mais c'est être suivi par les équipes, sinon on se retrouve tout seul et ça va être super compliqué. Et pas aller trop vite dans l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et donc on se dit mon truc ça marche pas, je vais aller voir là. Et y a toutes les problématiques qu'on se rend compte quand on est les mains dedans, c'est compliqué. Et donc c'est pas aller trop vite avant de se relancer vraiment sur une nouvelle page. Nicolas nous demande, pivoter, n'est-ce pas juste faire évoluer son entreprise, avancer? C'est un peu ce qui ressort quand même de vos témoignages finalement, on repart pas de zéro, on a accumulé beaucoup de choses en amont. Alors pivoter, ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Si c'était à refaire, en revanche, je pense que je fermerais la première entité juridique pour repartir sur une nouvelle. Parce qu'on a un peu l'impression d'être un coureur comme Usain Bolt avec un boulet au pied, parce que mine de rien, 4 ans accumulés, c'est aussi 4 ans d'erreur, 4 ans de lourdeur, enfin voilà, plein de choses. Un vrai pivot, non, je pense que c'est un changement à 180 degrés et pas juste une évolution. Alors Nicolas, qui est très actif sur Facebook, il pose plein de questions. N'hésitez pas, il reste encore quelques minutes si vous avez vous aussi vos questions à poser à Stéphanie et Benjamin. Alors, pivoter, c'est tout changer radicalement ou conserver et faire évoluer. Alors c'est un peu ce qu'on disait justement avec les ingrédients. Je viens de répondre à ta question, Nicolas, et tu la reposes d'une autre manière. Et ma réponse pour moi sera toujours la même. Pivoter, c'est vraiment changer. Ça reste une évolution, mais ça doit être à un moment ou à un autre un changement radical. Si on veut que ça ait un vrai impact. C'est une table rase. Pivot et pivot, il y a des mouvements de yoga où on teste, on itère, on voit un peu comment ça se passe. Si on change des tout petits paramètres, qu'est-ce que ça change sur le produit, sur le modèle, sur la façon de le vendre, etc. Ça, c'est ensuite affiner son produit finalement. C'est affiner son produit. Voilà, on a l'impression qu'il y a différents types de pivots, c'est-à-dire il y a le degré en fait de pivot est très important. Tout le temps sur tous les aspects, et parfois il y a des jours où il faut tout changer, effectivement, il y a un process. Est-ce que c'est à votre avis une notion très start-up entre guillemets, cette notion de pivot, parce qu'il y a beaucoup de groupes américains, Flickr, Twitter, Groupon, Instagram et j'en passe, sont passés par des pivots. Est-ce que le modèle économique du web permet justement d'être beaucoup plus réactif et agile par rapport au marché plus traditionnel? C'est en effet dû d'une part au modèle web qui permet de pouvoir tester et de modifier en permanence de manière extrêmement simple, comparé par exemple à un modèle purement industriel. Et c'est le fait aussi de travailler en petite équipe qui fait qu'on peut avoir cette souplesse, contrairement à une grosse structure où vous dites à Peugeot demain fais-nous des trains, ça me paraît plus compliqué. En effet. Et l'environnement, tout change super vite, la technologie elle avance super vite, les mœurs changent radicalement tous les 6 mois, donc on est obligé d'évoluer aussi vite que la techno ou les mœurs changent. Alors je vais commencer à répondre à la question de Anne, peut-être que vous allez pouvoir y apporter aussi votre petite touche. Changer de business model quand son produit-service est lié au monde du web, ça paraît presque normal, mais a-t-on d'autres exemples qui ont fonctionné? N'est-ce pas plus difficile dans d'autres secteurs? Est-ce que vous avez l'exemple d'entreprises qui ont pivoté avec succès dans d'autres secteurs? C'est vrai que le modèle du web s'y prête particulièrement. Question de Julien. Pivoter est-il vraiment nécessaire? Y a-t-il des exemples de start-up n'ayant pas fait? Alors là, c'est l'inverse justement. Est-ce que vous, dans vos exemples, dans vos rencontres d'entrepreneurs, vous avez vu des entrepreneurs qui n'ont pas eu besoin de pivoter justement pour avoir la réussite? Je reviens juste quand même sur la question de l'or par rapport au pivot web ou pas web. Nous, on a pivoté pour partir finalement sur un produit physique, donc qui n'est pas du tout un modèle web. On le vend à 85% en B2B. Donc ça n'a rien de web. Donc on est passé d'un modèle pur web à justement un modèle finalement beaucoup plus physique. Donc clairement c'est possible et ça ne se prête pas forcément que au web.
Alors, Nicolas, toujours. La clé du succès et du pivot, excusez-moi. D'ailleurs, Nicolas vous remercie pour votre clarté, je le cite. La clé du succès et du pivot, c'est se relever les manches et commercialiser différemment. Point d'interrogation. Exactement. Ouais, vous le disiez d'ailleurs dans des témoignages que vous avez repris le chemin des restaurateurs justement, non des entreprises pardon, pour aller démarcher les cartes. Ça au tout début. Exactement, oui, bien sûr. On retourne sur le chemin du. On a démarché le B2B pour vendre la carte sur du volume, pour faire des opérations de marketing. Donc on est reparti sur une vraie commercialisation, sur un modèle complètement différent. Ouais. C'est repartir sur le terrain et retrouver les premiers pas de sa boîte au début et donc de retester, enfin re-rencontrer ses users, ses clients et reprendre tout depuis le début. Et nous on est reparti sur le terrain à rencontrer les entreprises, quelles étaient leurs problématiques, comment on pouvait y répondre, comment on pouvait faire encore évoluer notre produit pour aller dans leur sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça commence à emporter leurs fruits, c'est que faut pas rester sur les acquis. Il y a certains acquis, mais il y a pas mal de choses à reprendre parce que, a fortiori, tout n'a pas marché. Donc, Rémi, Stéphanie, quand vous parlez de B2B, comment cela se passe-t-il concrètement? Donc nous, on rencontre aujourd'hui les entreprises et les marques pour leur proposer la notion de marketing gastronomique qu'on a donc créé avec la carte. Et l'idée, c'est de permettre donc à nos partenaires de pouvoir booster des ventes, faire de l'acquisition client, fidéliser, etc. grâce à la carte Restopolitane, 100% brandée à l'image des entreprises. Donc c'est par exemple Rue du Commerce qui, pour booster ses ventes, va dire pour toute commande Rue du Commerce vous invite au resto. Donc c'est une promesse qui est extrêmement forte. C'est un repas offert grâce à une carte Restopolitane, complètement brandée donc à l'image de l'entreprise. C'est une perception de valeur qui est à peu près entre 35 et 40 euros pour un coût qui est de 2 à 3 euros pièce. Voilà. Très bien. Il est bientôt 13h, je vous propose de terminer cette émission. Un petit mot de conclusion peut-être sur cette notion de pivot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour… vous n'avez pas totalement fini votre pivot comme vous venez de le dire. Pas tout à fait fini, que ça porte ses fruits et que les nouveaux cycles, après, tant qu'il y a la passion et même si on fait un pivot, on reste quand même dans le même milieu, le même écosystème. Et tant qu'il y a la passion de l'écosystème, du milieu, de vouloir créer et changer quelque chose, créer quelque chose qui plaît aux users, aux clients, etc. Tant qu'il y a après la motivation, le pivot, c'est la motivation à 99%, la détermination, rien lâcher. Et ensuite, le reste, c'est assez facile. Stéphanie, un petit mot de conclusion aussi. Bon courage à Restopolitane pour la suite. La 4 millions d'euros de chiffre d'affaires prévisionnel c'est ce qu'on vise en 2013, que l'ouverture des autres pays se passe bien et que chaque entrepreneur trouve son bon moment pour changer si besoin était. Très bien, merci à vous pour vos interventions respectives. Merci aux internautes pour leurs questions. Je vous propose, si vous voulez poursuivre la réflexion sur le pivot, 2 ouvrages. Lean Startup de Eric Ries, qui est un peu la référence en la matière si vous souhaitez comprendre mieux ce qu'est le pivot. Et enfin, un autre ouvrage, toujours aux éditions Pearson, Alerte sur la banquise de John Kotter et Holger Rassenberg. Je vous donne le programme pour la suite. Mercredi prochain, nous recevrons Frédéric Mazzella de covoiturage.fr qui deviendra d'ailleurs Blablacar et Catherine Barba de Cachetor et Malinea entre autres. Nous parlerons ensemble du lancement d'un site et des difficultés justement pour acquérir ses premiers clients. Et donc un jour, nous parlerons com avec des startups que vous connaissez sûrement, le Slip français et adoptamec.com. Bon appétit et à mercredi prochain.